Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom, encore une fois, je le répète, ceux qui assistent aux conférences depuis le début, ils m'ont trouvé ça étonnant. Donc, mon nom est François Proulx. Donc, je suis professeur associé à la chaire de recherche en eau potable à l'Université Laval. Puis, je travaille aussi à titre d'expert pour la Ville de Québec et la communauté métropolitaine de Québec. Je tiens aussi à souligner la présence de Manuel Rodriguez, qui est titulaire de la chaire de recherche en eau potable à l'Université Laval. Je vous remercie tous et toutes d'avoir répondu encore nombreux à cette invitation de la chaire pour cette 6e visioconférence de notre programmation hiver-printemps 2021 et qui devrait se poursuivre jusqu'au 9 juin prochain. Donc, toujours les règles de base que je vous rappelle. Donc, on vous demande de garder vos caméras et micros fermés pendant toute la durée de la conférence. Cette conférence-là devrait durer une vingtaine de minutes, donc, ou un petit peu plus. Et puis, à la suite de laquelle, bien, je vais vous inviter à utiliser la fonction clavardage de Zoom, soit pour me poser une question, pour poser les questions que je vais relayer à la conférencière, ou soit pour me demander la parole que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour poser votre question directement. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Chantal Quintin. Donc, Chantal détient une maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats de l'Université du Québec à Rimouski. Ses années d'expérience comme professionnelle dans le milieu de la recherche et au sein de l'OBNL ont permis de développer une expertise dans la valorisation des connaissances scientifiques afin d'inspirer l'adaptation dans un contexte de changement climatique. Dès 2015, Mme Quintin a collaboré en tant que consultante sur des projets du programme Environnement maritime chez Ouranos et fait depuis avril 2020 partie de l'équipe des spécialistes du groupe Mobilisation des connaissances. Le titre de la conférence de Chantal est « Vers une meilleure compréhension des effets des changements climatiques sur les sources d'eau potable aux fleuves des villes de Québec et de Lévis en regard de la salinité ». Donc, Chantal, à toi la parole. Oui, merci François, mais puis merci de l'invitation, puis bienvenue à tous et à toutes dans le cadre des midi-conférences sur la chaire d'eau, sur les eaux potables. Comme François vient de le mentionner, je vais m'entretenir avec vous là, sur l'heure du midi sur un projet, en fait un projet qui est coordonné par la CMQ en partenariat avec la Ville de Québec et de Lévis, puis qui a été financé par le ministère de l'Environnement. C'est un projet qui vise à mieux comprendre en fait les effets des changements climatiques sur les sources d'eau potable aux fleuves au niveau de la Ville de Québec et de Lévis en regard de la salinité. Voilà. Donc, par rapport aux enjeux liés à l'eau, en fait, Ouranos là, collabore depuis de nombreuses années là, avec son vaste réseau de chercheurs, d'experts, praticiens, d'éditeurs sur les enjeux liés à l'eau. Et en fait, on développe en quelque sorte des projets collaboratifs là, via ce vaste réseau-là. Puis parmi les enjeux liés au changement climatique, ceux liés à l'eau est une priorité chez Ouranos. Vous avez un peu, à titre d'exemple, des études qui ont déjà été réalisées sur le territoire, les plus récentes études là, sur le territoire de la CMQ, notamment sur le bilan hydrologique des rivières Saint-Charles et Montmorency dans un contexte de changement climatique réalisé en 2016. Ensuite, une autre vaste étude qui a été portée sur la vulnérabilité des sources d'approvisionnement en eau potable sur le territoire de la CMQ face au changement climatique en mars 2020. Et on a également accompagné là, tout le processus de réflexion qui aboutit vers une vision en fait métropolitaine de l'eau de la CMQ, pour lequel vraiment les changements climatiques là, sont le pilier là, en fait, de cette vision-là que la CMQ s'est dotée. Donc, le projet pour Rana, c'est important en fait d'acquérir des connaissances sur les différents enjeux liés au changement climatique. Puis on le sait que les impacts sur les ressources en eau vont s'amplifier avec les effets des changements climatiques. De là l'importance en fait d'acquérir des connaissances sur cet enjeu-là pour mieux comprendre cet enjeu, puis pour viser également une prévention ou une atténuation éventuellement de ces enjeux-là. Et c'est dans ce contexte que là s'inscrit le projet dont je veux vous parler ce midi, qui est en fait un projet qui vise en fait à mieux comprendre la variabilité spatiale et temporelle actuelle et future là, de la zone de transition saline pour vraiment guider les acteurs du milieu dans leur prise de décision.
Donc, pourquoi s'intéresser à cette problématique-là de la salinité au niveau des UPA de la Ville de Québec et de Lévis? Mais en fait, la Ville de Québec avait observé une certaine salinité au niveau, certaine conductivité anormalement un peu élevée là, au niveau de l'UPA de la Ville de Québec. Donc, on se questionnait à savoir d'où provenait en fait cette salinité-là. Est-ce qu'elle provient d'une source marine ou d'une source terrestre? Et ensuite, quels seraient en fait les effets des changements climatiques sur cette salinité-là qui est observée, où il y a des impacts associés, peut-être davantage humains associés à l'approvisionnement d'eau potable, mais sachez qu'il peut y avoir également là, des impacts de ce changement de salinité-là au niveau du Saint-Laurent, tant au niveau de la végétation, mais également au niveau de la faune. Donc, on s'est intéressé à cette problématique-là chez Ouranos avec nos partenaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sources d'eau, en fait, les usines d'approvisionnement d'eau potable de la Ville de Québec et de Lévis s'approvisionnent au fleuve dans une zone de transition saline qui situe, la zone de transition saline se situe un petit peu plus en amont, là, entre la pointe est de l'île d'Orléans et l'île aux Coudes. C'est une zone, en fait, qui n'est pas statique, donc c'est une zone qui bouge autant spatialement que dans le temps, au rythme du débit du fleuve, au rythme également de la marée. C'est une zone de rencontre, en fait, entre les eaux douces qui proviennent du fleuve puis les eaux salines qui proviennent du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment un milieu très, très dynamique, fort complexe au niveau de sa salinité également. Au niveau des courants également. Donc, c'est vraiment un milieu d'importance. Oui, je viens de le mentionner parce que c'est une source d'approvisionnement en eau potable pour 200 000 personnes pour la Ville de Québec et de Lévis, mais c'est un milieu également aquatique très, très riche. C'est l'un justement des plus riches au niveau du système Saint-Laurent. Notamment à cause des vastes marais interditaux qu'on retrouve, une communauté vraiment zooplanctonique qui est très, très riche. Donc, c'est vraiment des habitats pour plusieurs espèces d'oiseaux, de poissons là, qui ont une certaine importance au niveau socio-économique. Donc, cette zone de transition saline-là, comme je viens de le mentionner, bouge un peu dans le temps au rythme de la marée et au rythme également du débit du fleuve. Il y a des premières études autour des années 2000 qui avaient évoqué la remontée de cette zone-là, la remontée du front salin. Le front salin, en principe, c'est la limite amont de cette zone de transition saline-là. Donc, on a évoqué autour des années 2000, des études ont évoqué que cette remontée de front salin-là pourrait peut-être avoir des impacts là, éventuellement avec les effets des changements climatiques sur l'approvisionnement en eau potable. Donc, c'est quelque chose qui avait été documenté autour des années 2000. Ces causes-là, notamment la remontée du front salin, c'est pas unique au Saint-Laurent, c'est pas unique au Québec. Ça a déjà été documenté à l'international depuis de nombreuses années, notamment aux États-Unis sur la rivière Hudson et même au Delaware autour des années 80. Donc, c'est une problématique qui est vraiment identifiée comme au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Pour ce qui est du territoire de la CMQ même, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites pour lesquelles on a constaté des concentrations de sel qui étaient anormalement élevées, notamment dans les cours d'eau, notamment Rivière-Saint-Charles, Rivière-Cap-Rouge, Lac-Saint-Augustin, donc des travaux qui ont fait et qui font encore l'objet de documentation à ce niveau-là. Donc, par contre, même si il y a quand même des études qui ont été faites dans diverses rivières sur le territoire de la CMQ puis les lacs, tout le côté Saint-Laurent était très peu documenté. Malgré les études qui ont été réalisées en 2000, c'était des hypothèses qu'on évoquait. Donc là, dans le cadre de ce projet-là, on voulait aller un petit peu plus loin puis de vérifier en fait si ces hypothèses-là au niveau des effets de changement climatique pourraient avoir un impact sur la zone de transition saline et avoir un impact au niveau de l'approvisionnement d'eau potable. Donc, on a séparé le projet en deux grandes étapes. La première étape, la première phase, c'est faire vraiment un portrait actuel de la situation. Donc là, on voulait vraiment analyser là, cette variabilité-là temporelle et spatiale, soit à proximité, à l'entrée des prises d'eau potable, puis d'identifier un petit peu les causes. Comment on a procédé? C'est avec deux principales étapes. Premièrement, d'identifier les pointes de salinité des causes, puis
l'autre étape visait un peu à documenter la variabilité via un échantillonnage au fleuve. Ensuite, la deuxième phase du projet vise en fait à simuler cette variabilité-là observée via les effets des changements climatiques, notamment la hausse du niveau de la mer ou la baisse des débits, puis de voir comment pourrait évoluer cette zone de transition saline-là dans le futur et voir si elle aurait un impact sur l'approvisionnement d'eau potable. On a réalisé cette phase-là via deux étapes, qui est une modélisation de la salinité réalisée par Ouranos, puis ensuite accompagner le tout au niveau de la validation du modèle vers une autre campagne, une campagne d'échantillonnage qui vise à justement valider cette modélisation-là. Cette phase-là, présentement, est en cours, donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, je vais vous présenter plus les résultats liés à la première phase, qui ont fait d'ailleurs l'objet de deux rapports qui sont disponibles sur le site Internet de la CNQ. Donc, pour les prochaines diapositives, là, je vais vous dresser les principaux constats de cette première phase-là. Donc, comme je viens de vous le mentionner, la première étape consistait de cette phase-là à identifier les points de salinité et les causes. Ce qu'on a fait, c'est que Ouranos a été mandaté puis a analysé une série de données qui provenaient de plusieurs sources, notamment des sources des stations de mesure qui sont sur différentes rivières, qui ont été faites notamment par plusieurs organisations liées au bassin versant sur le territoire en question, mais également des données qui proviennent des stations de mesure hydrométriques et également marégraphiques. Donc, on a colligé toutes ces données-là, puis bien sûr, on a analysé également les données qui proviennent des UPE de Lévis, de la Rive-Sud, mais également de Sainte-Foy. Donc, concernant les détails sur les données analysées des principales UPE, les données qu'on a utilisées, c'est les données de conductivité. Au niveau du PA de Sainte-Foy, vous constatez que le nombre d'années couvertes est davantage plus important que celles qui sont situées sur la rive sud, c'est-à-dire celles de Lévis et de Saint-Romuald. Donc, pour l'UPA de Sainte-Foy, à une résolution temporelle de 4 heures, on peut remonter jusqu'en 2007 au niveau des années couvertes, tandis que pour Desjardins et les UPE et l'UPA de Saint-Romuald, à une résolution temporelle autour de 10 minutes. Là, donc, on couvre uniquement la dernière année là, du projet, qui n'est pas la dernière année du projet, mais l'année 2018-2019, parce qu'il y a eu une installation des instruments pour mesurer d'ailleurs la conductivité à ce niveau-là. Donc, ce qui en ressort, vous avez un peu un exemple un peu de l'analyse de conductivité pour l'UPA de Sainte-Foy dans ce cas-ci. L'analyse fait ressortir notamment des pics, comme vous le constatez. Là, vous avez la conductivité versus les années de 2017 jusqu'en 2019. Pour l'UPA de Sainte-Foy, notamment qui est la plus longue série de données, les principaux constats qui se dégagent, c'est que les pics de salinité qu'on a observés ne dépassent pas le seuil de potabilité de Santé Canada qui est à 1000 microsiemens, donc c'est une bonne nouvelle. La moyenne se situe plus autour de 250 microsiemens, puis on observe des pics à différents moments qui se situent entre 300 et 500 microsiemens qu'on a observés. Puis, bon, là, vous ne voyez pas dans le détail au niveau des dates, mais ce qu'on remarque, c'est que il y a plusieurs de ces pics-là qu'on a observés surviennent l'hiver. Fait qu'on peut cette cause-là de ces pics qui surviennent un peu en hiver. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous avez un exemple ici d'un pic qui est survenu le 8 janvier 2014. À l'UPA de Sainte-Foy. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé justement cet exemple-là avec des conditions, des données de conditions météo, soit les précipitations et les températures. Ce qu'on a constaté, c'est que les pointes qui surviennent en hiver, notamment le 8 janvier 2014, surviennent à la suite de conditions météorologiques là, qui est similaire, c'est-à-dire des précipitations avec des précipitations alors que la température minimale est à peu près sous 0 degré mais que la température maximale est au-dessus de 0 degré Celsius, ce qui correspond
en quelque sorte à des cocktails météo qui est propice à l'épandage de sels de voirie. Donc, lorsqu'il y a des redoux accompagnés de sels, accompagnés de précipitations, pour justement assurer la sécurité sur les routes, un épandage de sels de voirie. Donc, nous autres, on associe en fait les pics de salinité qui pourraient être associés à cet épandage de sels-là. On a par la suite fait le même exercice au niveau de l'usine d'approvisionnement d'eau potable de Saint-Romuald puis de Desjardins. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a également plusieurs pics qui sont survenus en décembre et au mois de mars. Certains pics sont associés à l'entretien et au calibrage là, de l'instrument en tant que tel. C'est ce qu'on a confirmé là, avec nos partenaires, tant au niveau de la Ville de Québec puis de la Ville de Lévis. Mais tout comme ce qu'on a observé au niveau de l'UPA de Sainte-Foy, pour les UPA de Saint-Romuald et Desjardins, les pics observés en hiver sont également associés aux mêmes conditions météo que celles observées à celles de Sainte-Foy, c'est-à-dire des précipitations, redoux, donc possiblement celles de déglaçage qui en seraient la cause. Donc, ce qui en ressort au niveau de cette première étape, de cette première phase-là, les principaux constats, c'est que les valeurs, bonne nouvelle, là, les valeurs observées ne dépassent pas le seuil de potabilité. Pour Sainte-Foy, on observe certains pics là, qui peuvent monter jusqu'à 500 microsiemens. Pour Desjardins, c'est un peu moins de 400 microsiemens. La moyenne est autour de 250 microsiemens. Puis, comme je viens de le mentionner, les pointes observées surviennent en hiver durant des cocktails qu'on appelle météo, qui est propice en fait à l'épandage de sels de voirie. Toutefois, on n'a pas constaté là, que c'était vraiment associé à un changement de débit. Si on s'attend à un redout hivernaux puis une certaine précipitation liquide en période hivernale, on peut s'attendre à une augmentation de débit, mais dans ce cas-ci, on n'avait pas vraiment observé de changement au niveau du débit, ce qui laisse supposer que peut-être il y aurait un certain écoulement là, qui pourrait être transporté vers les cours d'eau, soit vers des réseaux de survesse ou des réseaux unitaires qui pourraient être à l'origine un peu de la salinité qu'on a observée. Puis le dernier constat qu'on a fait, c'est qu'en lien avec les données analysées au niveau des stations marégraphiques, c'est que la zone de transition saline, dans ce cas-là, ne serait pas à l'origine des pics de salinité qu'on a observés. Sauf que il y a très peu de données à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui visait un peu la deuxième étape de cette phase-là, c'est d'aller chercher davantage d'informations dans la zone de transition saline pour vraiment s'assurer que les sources, un peu les causes associées aux points de salinité observées dans cette étape-là, c'est-à-dire qui étaient davantage sur terrestre, mais qui ne seraient pas vraiment de sources marines. Fait qu'on a amorcé en fait la deuxième étape de cette première phase-là qui était vraiment documentée. Dans ce cas-là, la variabilité observée dans le territoire plus aquatique, dans ce cas-là, dans le fleuve, directement au fleuve, au niveau de la CMQ. C'est un mandat qu'on a octroyé à l'INRES et à Québec Océan. Ils ont procédé à l'échantillonnage au fleuve là, de 211 stations où différents paramètres ont été observés, enregistrés, dont la conductivité. La campagne d'échantillonnage s'est divisée vraiment en différentes phases là, selon les années. Il tenait compte également de la marée. Pour ceux qui ont déjà navigué dans le secteur, vous savez que c'est un secteur c'est un endroit très, très complexe avec les courants, puis bon, la marée, puis tout ça. Fait que c'était assez complexe d'échantillonner, puis d'avoir la bonne température également pour aller chercher les données. Donc, comment ils ont procédé, Québec Océan puis l'INRES, ils ont divisé vraiment la zone en deux secteurs. Secteur ouest, on a documenté davantage à proximité des prises d'eau potable, puis un secteur un peu plus à l'est qui correspond à ce qu'on pense un peu là, à la zone de transition saline pour aller documenter vraiment quelles sont les variabilités observées là, au niveau de la zone de transition saline. Donc, ce qui se dégage comme principaux constats par rapport à cette vaste campagne d'échantillonnage-là réalisée par Québec Océan et l'INRES, c'est que
Toutes les observations permettent de conclure que le chenal qui est situé au nord de l'île d'Orléans est vraiment la voie principale de l'entrée du sel marin, qu'on pourrait dire, là, vers l'ouest, mais qu'on a observé au fil des campagnes d'échantillonnage entre l'été 2018 et le printemps 2019 une certaine variabilité saisonnière au niveau de la position de cette zone de transition ligne, au niveau de la position du front salin. Donc, le front salin avance plus vers l'ouest, c'est-à-dire à l'été 2018, on voit vraiment qu'il a progressé davantage vers l'ouest, qui correspond à une période de faible débit estival. Puis, par contre, au printemps 2019, la position du front salin était davantage située vers l'ouest. Donc, ça correspondait vraiment à des débits qui étaient un petit peu plus élevés. Donc, une variabilité saisonnière qui est quand même importante, dans lequel le débit du fleuve joue vraiment un rôle important dans la position du front salin. Maintenant, si on regarde par rapport à la distance de ce front salin-là qui sépare la prise d'eau de Lévis, c'est-à-dire la prise d'eau qui se situe plus à l'ouest, ce que constate, c'est dans des conditions où que les marées sont hautes puis les débits sont les plus faibles, c'est-à-dire l'été, la station de prise d'eau potable de Desjardins est vraiment hors de portée là, actuellement au niveau du front salin. Elle se retrouve à peu près là, à 35 km. Là, le front salin se trouve à peu près à 35 km de l'UPE, vraiment lors de marée haute puis lors de faible débit. Fait que c'est environ un 35 km. C'est sûr que ça change en fonction si c'est marée haute, marée basse ou printemps, été ou à l'automne, tout dépendamment du débit. Donc, les principaux constats qui se dégagent de cette deuxième étape-là, de cette première phase, c'est qu'on a observé pour la zone à l'ouest, aucune anomalie significative au niveau de la conductivité. Pour le secteur qui était plus à l'est, vraiment, les données indiquent là, une avancée en fait du front salin qui se fait essentiellement dans le chenal nord, puis le chenal nord là, de l'île d'Orléans, puis qu'actuellement, comme je viens de le mentionner, là, toutes les prises d'eau de la CNQ, là, soit de la Ville de Québec et de Lévis, est présentement vraiment hors de portée là, du front salin, qui se trouve quand même assez loin là, en aval, là, du côté nord du fleuve, autour de 35 km. Voilà. Donc, pour la première phase, c'est ce qui termine un peu la première phase là, du projet en question. Là, maintenant, les questions quand même demeurent sans réponse au niveau d'une perspective de changement climatique. Est-ce que, en fait, la position actuelle du front salin va changer en fonction des effets des changements climatiques, c'est-à-dire si on considère une baisse de débit du fleuve, une hausse du niveau de la mer, est-ce que le 35 km qu'on a estimé actuellement entre la prise d'eau de Lévis et du front salin va diminuer? C'est un petit peu les objectifs qu'on veut, les questions auxquelles on veut répondre dans cette deuxième phase-là. Et présentement, c'est en cours. Donc, ce qu'on envisage, c'est de réaliser une analyse de sensibilité accompagnée justement d'une campagne de terrain pour valider en fait toute cette modélisation-là. Donc, la campagne de terrain a été réalisée, on a colligé, on a analysé également les données. On a développé également toute la méthodologie associée à ça. Et présentement, les simulations là, sont en cours. Donc, des simulations en conditions actuelles pour éventuellement intégrer là, les changements climatiques. Lorsque François m'avait contacté pour présenter aujourd'hui, j'avais tenté de mettre ma présentation le plus tard possible pour vous présenter quelques résultats aujourd'hui, mais malheureusement, là, ça fait encore l'objet de révision, fait que je peux pas aller plus loin, là. Les travaux sont encore en cours, fait que je peux pas aller plus loin à ce niveau-là. Ceci dit, ça va me faire plaisir de revenir, François, éventuellement, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur cette deuxième phase-là. Donc, vous comprendrez que, en fait, ce projet-là là, comprend son lot de défis, là, compte tenu toute de la complexité associée au Saint-Laurent, mais aussi à toute la complexité de paramètres climatiques qui
qui est inclus dans des analyses associées à la salinité au niveau des prises d'eau potable. Fait que, ben, dans ce cas-ci, la force du nombre, je pourrais dire, mais également la diversité d'expertise est vraiment importante là, pour enrichir le projet. Donc, j'aimerais vraiment souligner là, la contribution des personnes suivantes là, au projet, c'est-à-dire Jean-Éric Tremblay de Québec-Océan, l'Université Laval, il y a également Caroline Larvé, Pascal Bourgault, Gabriel Rondeau, Jeunesse, ainsi que David Huard d'Ouranos, François Proux, également qui collabore au projet, ainsi que Jean-Claude Bellil de la ville de Lévis. Du ministère de l'Environnement, on a Marie-Ève Garneau, Richard Turcotte, et s'est joint tout récemment pour la deuxième phase Louis-Philippe Nadeau de Lucar Ismer et également Pascal Matt d'Environnement Canada. Puis également, là, je voudrais vraiment souligner là, la collaboration en fait de l'équipe de la CMQ, puis plus particulièrement le Charles-Éric Bernier là, pour la coordination conjointe avec Ouranos pour ce projet-là. J'aimerais juste terminer un peu au niveau des projections climatiques parce que sachez que même si le projet Front Salin va terminer, ben Ouranos, au cours des prochaines années, là, va quand même continuer à s'intéresser sur les enjeux liés à l'eau. Puis probablement que le projet aussi va amener d'autres questions parce que bon, les effets des changements climatiques vont se faire ressentir sur les enjeux, notamment liés à l'eau. Vous avez un peu un exemple de ce qui nous attend, donc des projections climatiques. C'est des fiches régionales qui sont publiées, là, qui ont été réalisées en fait par Ouranos là, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales puis le ministère de la Sécurité publique, qui sont disponibles sur le site Internet du MAMACH notamment. Quand on dit fiches régionales, c'est parce qu'il y a des fiches de projection climatique qui ont été réalisées pour chacune des régions du Québec. Là, je viens de sortir uniquement l'exemple de celle de la région de la Capitale-Nationale. Donc, on voit les principales tendances qui nous attendent au cours des prochaines années. Ces tendances-là peuvent parfois varier selon les saisons. Au Québec, on a ce privilège-là d'avoir 4 saisons, mais ça rajoute au niveau de la complexité lorsqu'on parle de projection climatique. Donc, ce qu'on s'attend, c'est que peu importe la saison, par contre, c'est qu'il va y avoir une hausse des températures. En hiver, on s'attend à une hausse des précipitations totales, c'est-à-dire quand même moins de neige, mais plus de pluie, une augmentation des cycles des gels, des redoux, puis une diminution des froids extrêmes. Au niveau du printemps, on s'attend à des crues printanières de plus en plus hâtives, également une augmentation au niveau des précipitations totales, encore là, moins de neige, plus de pluie. Au niveau de l'été, augmentation des chauds, des événements de canicule, donc des chauds extrêmes, autant dans la fréquence, la durée, l'intensité. Je ne sais pas si vous le rappelez, mais l'été passé, on a vécu quand même des grosses canicules qui ont duré assez longtemps au Québec. Tout ça a des répercussions sur les enjeux de l'eau, vous le savez très bien. Pluie extrême également, des étiages aussi, autant en été qu'à l'automne, donc autant dans la durée, puis également dans la sévérité. Donc, tout ça là, a vraiment des impacts au niveau des enjeux de l'eau. Il faut rajouter également au niveau de la hausse, au niveau de la mer. C'est un autre enjeu qui est assez complexe à projeter parce qu'au niveau du Québec, la variation au niveau de la hausse, au niveau de la mer est assez variable d'une région à l'autre. Je vous ai sorti un peu là, les données pour Québec. On s'attend à quoi au niveau de la hausse, au niveau de la mer, là, selon les travaux de James à Ressources naturelles Canada. Donc, on s'attend peut-être autour de 2100 là, selon les différents scénarios d'RCP émis par le GIEC. Une élévation autour de 50 cm pour 2100. Donc, c'est un élément peut-être à prendre en considération, notamment au niveau de la zone de transition saline éventuellement. Donc, pour les prochaines années, compte tenu de tous ces enjeux-là, toutes ces projections climatiques-là, puis ces enjeux associés à l'eau, ben, Ouranos compte en fait continuer à concerter en fait ses membres, ses partenaires sur les enjeux liés à l'eau. On a dévoilé assez récemment là, notre planification stratégique au cours des 5 prochaines années.
Puis l'une des priorités, l'un des gros chantiers, c'est vraiment les ressources en eau. Ce qu'on veut, en fait, notre défi, notre orientation liée à cet enjeu-là, c'est vraiment de renforcer la capacité du Québec à prévenir, à se préparer, mais également à intervenir face à des épisodes de manque d'eau, mais également d'assurer un partage entre les différents usages de cette ressource-là. Il y a une personne qui est assignée uniquement à cette priorité-là chez Ouranos. Donc, Anne Blondelot, ma collègue qui travaille uniquement là-dessus, donc pour les 5 prochaines années. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec elle. Sinon, je vois le temps passer, là, on approche du 30 minutes. Je pense que je vais arrêter là, François. Fait que je vous remercie de votre écoute. Puis je suis disponible là, si vous avez des questions associées sur les différents éléments que j'ai présentés ce midi. Donc, merci beaucoup, Chantal. Une très belle présentation, très claire aussi. Donc, on va attendre les questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des. Bon, je pense que François est gelé. Est-ce que c'est ça que vous voyez? Ah. Oups. Oui, ça se peut. Oui.